8 formes courantes de racisme envers les négros africains en France. Nous allons explorer les 8 principales façons dont les négros africains font face aux discriminations en France. Un sujet crucial pour comprendre et combattre le racisme dans la société moderne. Au pays dit des Lumières, les membres de la communauté afro sont confrontés à diverses formes de discrimination et de maltraitance qui façonnent leur quotidien et leurs expériences collectives. Ces pratiques enracinées dans une historique longue et complexe de racisme continuent de nous affecter dans plusieurs domaines de la vie. Si c'est pour la première fois que vous tombez sur cette chaîne, sachez que ici on parle de l'histoire de l'Afrique, de l'histoire des négros africains où qu'ils soient. Nous faisons des révélations historiques, nous faisons des shorts en développement personnel et en motivation. Sans plus tarder, nous allons débuter notre sujet. En première position, vous avez la discrimination à l'emploi. La communauté afro-descendante en France est souvent confrontée à des stéréotypes professionnels empreints de racisme. Il est fréquent que leurs compétences et leurs qualifications soient sous-estimées par rapport à celles des collègues blancs. De plus, des idées fausses sur leur fiabilité et leur éthique professionnelle circulent, nuisant à leur réputation dans le milieu du travail. Ils sont également confrontés à des stéréotypes nuisibles, les dépeignant comme agressifs ou difficiles à gérer, ce qui peut limiter les opportunités d'emploi, en particulier dans des rôles nécessitant des interactions fréquentes avec les clients ou au sein d'équipes. Par ailleurs, il y a des suppositions erronées sur leur maîtrise de la langue française, surtout pour ceux d'entre eux ayant des noms à consonance africaine ou musulmane. Même s'ils sont nés et éduqués en France, leur apparence physique, y compris leur style de cheveux naturels comme les coupes afro ou les locks, est parfois jugé moins professionnel. Ces stéréotypes et préjugés constituent des barrières significatives dans leur vie professionnelle et nécessitent une prise de conscience et des actions pour promouvoir l'égalité et la diversité sur le lieu de travail. En deuxième position, vous avez le profilage racial par la police. Le profilage racial par les forces de l'ordre est un défi quotidien pour eux. Ils sont régulièrement ciblés lors de contrôles, non pour leur comportement, mais en raison de leur apparence. Ces expériences souvent traumatisantes renforcent un sentiment de méfiance et d'injustice. Le profilage racial par la police se manifeste de diverses manières. Ils sont souvent soumis à des contrôles d'identité disproportionnés, des fouilles corporelles et des interrogations simplement en raison de leur couleur de peau. Ces interactions, loin d'être neutres ou justifiées, reflètent une discrimination institutionnalisée et un racisme systémique au sein des forces de l'ordre. Ces pratiques ne sont pas seulement humiliantes, elles renforcent également un sentiment d'injustice et d'exclusion au sein de leur communauté. Elles contribuent à un climat de peur et de méfiance envers les autorités, compromettant ainsi leur sentiment de sécurité et de citoyenneté dans leur propre pays. De plus, le profilage a des répercussions sur leur vie quotidienne, limitant leur liberté de mouvement et leur capacité à participer pleinement à la société. Il est essentiel de reconnaître et de combattre ces pratiques discriminatoires pour assurer l'égalité de traitement et le respect des droits fondamentaux pour tous, indépendamment de la couleur de peau. En troisième position, nous avons l'accès limité au logement. Dans leur quête d'un logement, ils font face à la discrimination et au racisme immobilier. Ces obstacles entravent leur accès à des logements de qualité et abordables, reflétant un racisme systémique dans le secteur immobilier. Lors de leur démarche pour louer ou acheter un logement, ils font souvent face à des refus implicites ou explicites basés sur leur origine ethnique. Ces refus ne sont pas toujours ouvertement justifiés par des motifs raciaux, mais les motifs sous-jacents de discrimination sont évidents. Par exemple, il leur arrive de recevoir des réponses négatives ou de ne pas être rappelés après avoir soumis une candidature pour un logement, surtout lorsque leur nom révèle notre origine africaine ou afro-caribéenne. En outre, ils sont parfois confrontés à des conditions
de location ou de vente défavorables, telles que des demandes de garantie excessives ou des prix majorés qui ne sont pas exigés des candidats d'autres origines. Ces pratiques discriminatoires limitent leurs options de logement et leur confinent souvent dans des quartiers moins favorisés, exacerbant ainsi les inégalités sociales et spatiales. Le racisme immobilier ne se limite pas seulement à l'accès au logement, mais affecte également la qualité des logements qui leur sont accessibles. Ils sont plus susceptibles de leur voir proposer des logements en mauvais état ou situés dans des zones défavorisées, ce qui a un impact direct sur leur qualité de vie et leur bien-être. En quatrième position, vous avez l'inégalité éducative. Leurs enfants subissent des inégalités dans le système éducatif, ce qui affecte négativement leur développement et leur avenir. Ces disparités se manifestent à plusieurs niveaux, contribuant à un cycle continu d'inégalité. Tout d'abord, leurs enfants sont souvent confrontés à des atteintes plus basses de la part de leurs enseignants, basées sur des stéréotypes raciaux. Cette perception biaisée peut limiter leur accès à des opportunités éducatives enrichissantes et affecter négativement leur estime de soi et leur motivation. De plus, les écoles situées dans des quartiers à forte population afro-descendante sont souvent moins bien dotées en ressources, tant en termes de matériel pédagogique que de personnel qualifié, ce qui entrave l'accès à une éducation de qualité. Notons enfin que le manque de représentation dans les programmes scolaires et les matériaux éducatifs contribue à un sentiment d'aliénation et d'invisibilité. L'histoire et les contributions des afro-descendants sont souvent négligées ou mal représentées, ce qui empêche leurs enfants de se voir refléter positivement dans leur parcours éducatif. Les inégalités éducatives ont également des répercussions à long terme, influençant les perspectives d'emploi et la mobilité sociale de nos jeunes. Sans un accès équitable à une éducation de qualité, ils se retrouvent désavantagés dans un marché de travail plus ou moins compétitif. En cinquième position, nous avons la représentation médiatique et stéréotype. La représentation des afro-descendants dans les médias français est souvent truffée de stéréotypes, ne reflétant pas adéquatement notre diversité. Cette représentation biaisée influence la perception que la société a de nous et de notre propre image. Dans les médias français, les personnages noirs sont fréquemment cantonnés à des rôles stéréotypés. Ces rôles se limitent souvent à des personnages de sport, d'artistes ou à des figures liées à des problématiques de délinquance ou de pauvreté. Cette représentation unidimensionnelle ne capture pas la richesse et la flexibilité de nos expériences et de nos contributions à la société française. De plus, les médias ont tendance à aborder les questions raciales et les communautés afro-descendantes sous un angle problématique, se concentrant sur les conflits, les difficultés ou les différences culturelles, plutôt que sur les réussites, les contributions positives ou les histoires de réussite. Cette approche renforce les préjugés et les malentendus au sein de la société plus large. La sous-représentation des Noirs dans les rôles de décision et la création dans les médias est également un problème. Le manque de diversité parmi les journalistes, les rédacteurs et les producteurs se traduit par un manque de perspective afro-descendante dans le contenu médiatique, ce qui contribue à une vision biaisée et incomplète de notre communauté. En sixième position, nous avons l'harcèlement et violence raciste. Le harcèlement et la violence raciste font malheureusement partie de leur réalité. Des insultes aux agressions physiques. Ces actes de racisme affectent leur sentiment de sécurité et leur dignité. Le harcèlement raciste se manifeste souvent par des remarques et des blagues offensantes, des insultes ou des commentaires dégradants sur leur apparence, leur culture ou leur origine ethnique.
Ces expériences, bien que parfois minimisées, ont un impact psychologique profond, engendrant un sentiment d'insécurité et d'exclusion. La violence raciste, quant à elle, est une réalité encore plus alarmante. Des incidents où des individus de notre communauté sont physiquement attaqués en raison de leur couleur de peau sont rapportés dans les médias et par les organisations de défense des droits de l'homme. Ces actes peuvent aller de l'agression physique à des attaques plus graves, parfois même mortelles. Les statistiques sur le harcèlement et la violence raciste en France montrent une tendance inquiétante. Selon les rapports d'organisations telles que la Commission nationale consultative des droits de l'homme, les actes racistes, antisémitiques et xénophobes ont tendance à augmenter, soulignant l'urgence de s'attaquer à ce problème. En 7e position, nous avons les barrières dans le système de santé. Ils font face à des barrières significatives dans le système de santé, allant de l'accès limité aux soins à la discrimination dans le traitement médical. Ces obstacles ont un impact considérable sur leur santé et leur bien-être. L'un des principaux problèmes qu'ils affrontent est l'accès limité aux soins de santé de qualité. Dans certains cas, cela est dû à la localisation géographique. Les quartiers à forte population afro-descendante étant souvent moins bien desservis en termes d'infrastructures médicales. De plus, la barrière linguistique peut être un obstacle pour ceux d'entre eux qui ne maîtrisent pas parfaitement le français, entrave leur capacité à communiquer efficacement avec les professionnels de la santé. Le racisme dans le traitement médical est également une réalité préoccupante. Ils peuvent être confrontés à des préjugés et à des stéréotypes de la part du professionnel médical qui peuvent influencer la qualité des soins qu'ils reçoivent. Par exemple, il y a des cas où leurs plaintes et symptômes sont minimisés ou non pas pris au sérieux, ce qui peut retarder le diagnostic et le traitement approprié. Les femmes afro-descendantes font face à des défis supplémentaires, en particulier dans le domaine de la santé reproductive. Elles peuvent rencontrer des professionnels de la santé qui ne sont pas sensibles aux spécificités culturelles et physiologiques, ce qui peut affecter la qualité des soins et du suivi pendant la grossesse et l'accouchement. En 8e position, nous avons l'isolement social et racisme. Toutes ces formes de discrimination contribuent à leur isolement social et à leur exclusion. Elles leur empêchent de participer pleinement à la société et de nouer des relations intercommunautaires saines et enrichissantes. En conclusion, ces 8 formes de discrimination et de maltraitance soulignent la nécessité urgente de sensibilisation et de changement. Nous appelons à une action collective pour lutter contre le racisme et promouvoir un changement social qui reconnaît et valorise la diversité et l'égalité. Ensemble, nous pouvons bâtir une société où chacun de nous est respecté et valorisé indépendamment de la couleur de sa peau. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de début jusqu'à la fin. C'était une vidéo sur le racisme dont subit le peuple négro-africain en France. Si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de la liker, de la partager. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci.